Vous êtes écrivain, agrégé de philosophie, président du think tank Génération Libre et vous intervenez sur plein de sujets d'actualité dans divers médias. Je voulais justement qu'on revienne sur l'actualité de cette semaine avec vous et d'abord ces images en Roumanie. On en a assez peu parlé, trop peu peut-être ici en France. Vous y consacrez en tout cas cette semaine une chronique justement dans les Échos. 1,5 million de personnes dans les rues pour dénoncer le laxisme des dirigeants en matière de détournement de fonds publics. Alors la Roumanie, il faut le préciser, a pourtant des lois anticorruption parmi les plus strictes du monde. Et vous nous dites, les citoyens roumains nous donnent une leçon de démocratie. Pourquoi ? D'abord, c'est très positif ce qui se passe en Roumanie. Et la Roumanie est un pays qui se modernise à grande vitesse sur le plan économique. Et quand on atterrit, moi je vais souvent à Iași, qui est au nord-est de la Roumanie, et quand on est arrivé il y a 5 ans, c'était un petit aéroport avec des avions à hélice, et maintenant il y a 3 Boeing, un aéroport international. Et quand on y va, on voit à quel point le pays se développe. Et il se développe aussi du point de vue démocratique. Les manifestations qui ont lieu là ne sont pas du tout anecdotiques. C'est les plus grandes depuis la chute du communisme et de Ceausescu. Il y a un décalage entre le pouvoir et la population là-bas ? Il faut voir que c'est un gouvernement qui est très légitime puisqu'il vient d'être élu. Il a été élu il y a 1 mois ou 2 et il a été élu avec une bonne majorité, même si le taux de participation était assez faible. Mais simplement, ce qui s'est passé, c'est que la politique roumaine a longtemps été très corrompue. Il y a un mot pour ça en Roumanie, on appelle ça la shpaga, qui est un mot qui vient du turc. Donc il y a aussi une longue tradition de dons, de contre-dons. Et on voit que tout d'un coup, ces vieilles habitudes sont en décalage complet avec une population qui est de plus en plus moderne et qui attend de plus en plus de transparence de la part de ses dirigeants. En l'occurrence, il s'agissait de dépénaliser les détournements de fonds de moins de 50 000 €, ce qui aurait arrangé le chef du PSD, qui est actuellement en procès exactement pour une somme de 24 000. Et ils ont fait passer ça dans la nuit en se disant que ça créerait une petite turbulence, mais que ça serait pas trop grave. Et les manifestations n'arrêtent pas. Et c'est des mouvements assez positifs. C'est des mouvements très jeunes. C'est déclenché par les réseaux sociaux. Il n'y a pas de leader, donc c'est quelque chose d'assez spontané. Et finalement, c'est assez agréable de voir, comme nous on tourne parfois en rond avec les mêmes problèmes, que finalement à nos portes en Europe, dans la périphérie que parfois on a tendance à mépriser, il y a des exemples vibrants de démocratie véritablement en marche. Et également très pro-européenne. C'est ça qui est assez d'ailleurs touchant, c'est qu'on voit dans la foule. On critique tout le temps l'Europe et on dit. On critique concernant l'Europe, on dit l'Europe c'est une bureaucratie, etc. À ce moment-là, dans la foule roumaine, il y a des drapeaux européens partout. Il y a des images sur les murs des immeubles à Bucarest. We love you Europe, we love EU, etc. Et c'est pareil d'ailleurs en Ukraine. Enfin, c'était pareil en Ukraine il y a 2 ans sur la place Maïdan. Les gens mouraient pour le drapeau européen parce qu'on se rappelle dans ces pays-là que la stabilité, l'état de droit, la société ouverte, l'économie de marché, ce sont des victoires qu'il a fallu arracher et qu'aujourd'hui, Bruxelles garantit malgré tout. Et Bruxelles est souvent un dernier recours contre la corruption, contre les dérives autoritaires. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur la lutte anticorruption, parce que cette lutte anticorruption, elle est très inspirée par Bruxelles, qui tient un rapport annuel des progrès de la Roumanie, et qui d'ailleurs apprécie les progrès qu'a fait la Roumanie, qui a des lois aujourd'hui anticorruption plus strictes qu'en France, vous le disiez, qui fait que, par exemple, non seulement il est interdit d'employer des gens au Parlement pour des emplois fictifs, mais il est interdit d'employer tout court des membres de sa famille. C'est 5 ans de prison si vous employez un membre de votre famille, ne serait-ce qu'au second degré. Et alors, vous faites un parallèle avec l'affaire Fillon. C'est quoi le parallèle entre ça et la Roumanie ? Bon, alors, effectivement, je pense que le parallèle, c'est que les populations ont avancé et ne supportent plus les mœurs politiques d'antan. Et c'est vrai en Roumanie, c'est vrai en France. Je pense que la déclaration qu'il faut retenir de François Fillon, c'est quand il dit ce qui était acceptable dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. C'est évidemment pas le premier à avoir embauché des membres de sa famille. On avait fait la liste des députés qui, en 2014, avaient un membre de sa famille directement embauché. C'est, je crois, 1 sur 5. Il suffit de lire, on les a tous les ans, les rapports de René Dosière, ce député socialiste qui ne cesse de dénoncer la mauvaise utilisation des fonds publics par les parlementaires. On a les rapports des cours des comptes, donc on le sait, il n'y a pas de surprise. Mais simplement, tout d'un coup, sur des faits saillants, la population est choquée, comme elle l'est effectivement en Roumanie. Et donc, ça veut dire que les mœurs politiques, aujourd'hui, d'ailleurs, on peut aussi critiquer le surcroît de transparence. Mais justement, cette transparence absolue, c'est pas forcément bon, si. Mais je pense que ça vient du fait qu'on demande autre chose aux politiques. Qu'avant, on élisait un politique, on élisait une personnalité, on élisait un représentant. Et finalement, on avait une certaine marge de tolérance parce qu'on attendait qu'il pose une vision de la société. Et qu'il avance dans différents On dit souvent champs la de réforme. présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Ça, c'est fini pour vous ?
Je pense que d'abord, ça n'aurait jamais dû commencer. On oublie quand même que la France a près d'un siècle de tradition de démocratie parlementaire, de 1870 à 1962. Et que pendant ce siècle-là, il y avait des grands orateurs à l'Assemblée. Il y avait un vrai pouvoir parlementaire. Que c'est d'ailleurs une époque où la France était assez florissante sur le plan économique. C'est toute la belle époque. Et que ça nous a quand même, et qu'on a construit cette démocratie parlementaire, comme le dit d'ailleurs souvent Rosan Vallon, contre l'idée du caporalisme, contre l'idée du plébiscite autoritaire, contre le bonapartisme qui a duré jusqu'à Napoléon III. Et que la transformation des institutions par De Gaulle en 1962, quand il a réclamé, enfin qu'il a proposé par référendum l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était quelque chose qui, à l'époque, s'est fait étrangler toute la classe politique et médiatique, tous les intellectuels. Raymond Aron, libéral s'il en est, dénonçait la constitution despotique. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel considérait que c'était illégal. Et c'était absolument pas quelque chose de naturel pour la France. Donc je réfute cette idée que nous sommes pour toujours dans une espèce de monarchie républicaine. Je pense que c'est une véritable erreur de l'histoire, qu'on la paye très cher aujourd'hui, d'avoir mis un pouvoir exécutif aussi fort et de faire élire le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif devrait être un exécutant. Et vous dites, oui, c'est fini le leader charismatique, place à l'homme invisible, la politique va devenir un métier de moine, tant mieux. C'est fort quand même, métier de moine. Oui, bah, encore, il va falloir trouver les moines. Oui, mais c'est vrai qu'avec toute la transparence maintenant et la modestie qu'on va leur imposer, il va falloir des gens assez sacrificiels. Et je pense que de plus en plus, le politique va devenir une chambre d'écho, plus ou moins sophistiquée, de l'opinion populaire, et non plus tellement une force de proposition. Je pense que ça va être ça la grande bascule. Et finalement, ce que nous montrent peut-être un petit peu les événements roumains, c'est cette transition qu'on est en train de vivre entre une démocratie représentative, finalement fondée sur l'âge industriel, et de nouvelles formes de démocratie inspirées par la révolution numérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire des pétitions sur change.org toutes les 48 heures. Ça veut dire qu'il va falloir construire de nouvelles institutions où les hommes vont être de moins en moins importants, où l'idée d'un représentant est de plus en plus contestée, de même que d'ailleurs qu'on ne se reconnaît plus dans des catégories de consommateurs, de même qu'on a du sur-mesure dans le commerce et les services. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des candidats aujourd'hui à cette présidentielle qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a 6 mois. Le problème, c'est que là, la présidentielle manifeste l'inadéquation de nos institutions qui sont totalement fondées sur le culte de la personnalité et l'évolution des mœurs démocratiques. Et donc ça clash. On en sort comment ? Je pense, je sais que c'est assez. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur le sujet. Mitterrand lui-même avait écrit le coup d'État permanent, et je pense que d'ailleurs c'est un livre magnifique, dans lequel il n'y a pas grand-chose à changer. Je ne sais pas comment on fait, mais je pense qu'une réforme institutionnelle profonde qui décale le rôle du président, ou du moins qui le mette dans un rôle symbolique, est quelque chose d'assez important. Puis après, on peut rêver à des choses plus futuristes. Il y a des expériences de démocratie liquide, de démocratie délégatives qui sont menées en Allemagne ou aux États-Unis, qui sont extrêmement intéressants, où là, c'est tout un autre système qui est imaginé, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et donc ça paraît un peu folklorique pour le moment, mais enfin la démocratie représentative paraissait très folklorique au début du XVIIIe siècle. Emmanuel Macron, il pourrait incarner tout ça ? Emmanuel Macron, pour le moment, fait tout l'inverse. Pour le moment, il est vraiment dans une posture présidentialiste de la rencontre d'un homme et d'un peuple, très plébiscitaire, très fondé sur lui-même. Son ni droite, ni gauche Ni droite ni gauche, mais on attend quelque chose au milieu, parce que pour le moment, à part les 500 € de chaque culture à l'âge de 18 ans, on n'a pas tellement non plus de contenu à apprécier. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'il représente et l'effort qu'il fait et le dynamisme qu'il met dans la politique du pays. Mais ça manque de fond. Je pense qu'il est temps de passer d'une posture christique à quelque chose de plus construit. Un mot sur le revenu universel qui est l'un de vos chevaux de bataille. Alors, c'est pas celui de Benoît Hamon. Expliquez-nous en 2 mots. Je pense quand même qu'on partage le tout début avec Benoît Hamon. C'est-à-dire quand même c'est un revenu qui est sans contrepartie, qui est distribué à l'ensemble de la population, qui est le même pour tous et qui assure la subsistance et qui constitue un filet de sécurité adapté au monde du XXIe siècle. Après, là où je ne suis pas d'accord, c'est que lui prend comme postulat la fin du travail et donc conclut naturellement que le financement, ça va être une taxe sur les robots. Nous, on ne dit pas du tout. On reste dans une logique très schumpeterienne où bien sûr que de nouvelles formes de travail vont apparaître. Et simplement, le revenu universel, pour nous, doit être vraiment vu comme un outil de lutte contre la pauvreté. Donc, il est logique de faire porter son financement sur l'impôt sur le revenu.
Donc, vous voyez qu'on a une différence de conception qui aboutit à une différence de mode de financement et qui, selon nous, est du coup plus adaptée pas tellement à une société de la fin du travail, mais à une société de la lente évanescence du salariat. De sorte que le revenu universel permet de s'adapter de manière extrêmement rapide, automatique et dynamique à des situations où les gens sont en dehors et à l'intérieur de l'emploi quasiment en même temps ou dans des espaces de temps très courts. Donc pour prendre un exemple très très précis, aujourd'hui vous êtes au RSA en France. Si vous prenez un job d'Uber et que vous gagnez 500 € le mois d'après, vous perdez le bénéfice du RSA. Il faut retourner au CAF, c'est très compliqué. Vous devez éventuellement payer les indus du RSA, les impôts de l'année précédente. Tout ça. Et donc là, de manière très automatique, le revenu universel s'ajuste à la variation des situations et des revenus au mois. Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir. Et je rappelle donc ce livre qui était sorti au mois de novembre dernier, toujours d'actualité, Les Aventuriers de la Liberté, publié chez Plomb. Merci beaucoup, François-Xavier.